bien avant que le Chevalier Noir ne patrouille les gargouilles de Gotham ou que l'homme araignée ne tisse sa toile entre les immeubles, une autre légende régnait. Il y avait Zorro, l'original, le premier grand justicier masqué à signer la justice à la pointe de son épée dans l'obscurité. Pourtant, au-delà de la finesse de ses lames et de ce fameux Z gravé dans l'histoire, la production culte de Disney, lancée en 1957, dissimulait bien des mystères et des intrigues en coulisses. Auriez-vous imaginé qu'une scène intense fût totalement gâchée par un âne un peu trop expressif, ou que la venue de la célèbre Annette Funicello cachait en réalité une romance inavouée? Et ce n'est pas tout! Saviez-vous qu'un incendie a failli réduire le plateau en cendres et que certaines écoles ont dû bannir la série car les enfants vandalisaient tout sur leur passage avec des aides? Allez, plongeons ensemble dans les secrets de tournage les mieux gardés là derrière les décors des studios, entre batailles juridiques, drames personnels et épisodes disparus pour découvrir comment cette œuvre a marqué les esprits près de 70 ans plus tard. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais Guy Williams n'était absolument pas la priorité de Disney au départ. Même si son visage est désormais synonyme du renard masqué pour l'éternité, Walt Disney avait d'autres noms en tête avant de se fixer sur lui. Le processus de casting fut intense et le studio fit passer des essais à de nombreux comédiens, dont Britt Lomond et Tony Russell, qui ont tous deux enfilé la tenue complète pour les tests caméra. Walt aimait bien l'allure et le magnétisme naturel de Williams, mais il craignait qu'il ne soit trop léger pour porter la gravité nécessaire au rôle. Heureusement, le réalisateur Norman Foster a insisté arguant que Williams possédait ce mélange rare de charisme hollywoodien et d'assurance technique propre au théâtre. Finalement, c'est sa maîtrise impressionnante de l'épée lors des tests qui a fait basculer la décision, offrant à Williams le rôle qui allait définir toute sa carrière. L'histoire aurait pu être très différente car Britt Lomond a vraiment failli décrocher le masque noir et la cape. Escrimeur redoutable et comédien de caractère solide, il avait véritablement tapé dans l'œil des producteurs durant les auditions préliminaires. Une fois Williams confirmé en héros, on a proposé à Lomond de camper le sinistre capitaine Monastario, une décision qui s'est avérée être un coup de génie. Son charisme sombre et sa stature imposante en ont fait l'ennemi juré parfait, apportant une menace crédible à la série. Cependant, l'ambiance n'était pas toujours au beau fixe entre les deux stars une fois les caméras éteintes. Il se murmure que Lomond restait persuadé qu'il aurait fait un meilleur Zorro, ce qui créait une certaine friction compétitive sur le plateau. Paradoxalement, cette rivalité réelle rendait leur combat à l'écran encore plus électrique, chacun voulant surpasser l'autre lame à la main. Parlons du sergent Garcia. Au départ, ce ne devait être qu'un soldat bourru un peu bête et secondaire, vite oublié par les spectateurs. Mais dès que le talentueux Henry Calvin a enfilé l'uniforme, la dynamique du show a totalement basculé. Avec sa formation de chanteur lyrique et son talent inné pour la comédie physique, il a injecté une humanité et une drôlerie inattendues au personnage. Son rire tonitruant et ses mimiques impayables ont immédiatement conquis le cœur du public, le rendant indispensable. Les auteurs ont vite compris le filon et ont réécrit les scripts pour lui donner une place centrale, faisant de Garcia le parfait contrepoint comique capable de porter des scènes entières. C'était l'idole des gamins qui s'amusaient à répéter ses phrases cultes et à imiter sa démarche maladroite dans les cours de récréation. Finalement, Garcia est devenu aussi légendaire que Zorro lui-même, se vendant même extrêmement bien en figurines et produits dérivés à l'effigie de la série. Pour Bernardo, le serviteur fidèle, le choix de le rendre muet venait d'une réflexion artistique précise car dans les livres originaux, il est sourd et muet. Gene Sheldon, un expert du mime venu du music-hall, a transformé cela dans la série. Bernardo fait seulement semblant d'être sourd pour tromper l'ennemi. Ce petit détail changeait tout car cela lui donnait un atout tactique majeur et insoupçonné. Il pouvait ainsi espionner les conversations les plus secrètes sans que personne ne se méfie, devenant les yeux et les oreilles de Zorro. Sheldon a déployé un arsenal de gestes exagérés et d'expressions faciales hilarantes qui l'ont rendu chouchou du public. On raconte même qu'il ne sortait jamais de son personnage sur le plateau, restant silencieux entre les prises pour maintenir l'illusion et prouvant qu'on n'a pas besoin de mots pour crever l'écran. Mais attention, tout n'était pas que rires et comédies, les lames étaient réelles, tout comme le danger sur le plateau. Les duels dans Zorro n'étaient pas du cinéma amateur, c'était du sérieux chorégraphié avec de l'acier véritable. Le maître d'armes Fred Cavens, une légende d'Hollywood, exigeait un réalisme total, son propre fils doublant souvent les acteurs invités pour les passes difficiles.
Les accidents étaient fréquents et Guy Williams lui-même a fini aux urgences pour des points de suture après une parade ratée face à une lame aiguisée. En 1958, la folie Zorro a dépassé le petit écran pour envahir le monde réel. Le justicier donnait des représentations spectaculaires en chair et en os au cœur du parc Disneyland. Imaginez la scène Williams-Calvin et Lawmonde recréant leurs duels épiques sur les toits des bâtiments de Frontierland devant une foule médusée. Les rapports de l'époque disent que Williams s'entraînait comme un forcené pour maîtriser ses sauts et cascades en public sans se rompre le cou. C'était de l'adrénaline pure, un spectacle vivant imprévisible, chaotique et parfois un peu trop dangereux pour les standards actuels. Pour finir sur une note plus légère, revenons à cet incident mémorable lors d'une confrontation dramatique entre Diego et Monastario sur la place du village. Alors que la tension était à son comble, un âne figurant censé ajouter une touche rurale a décidé que c'était le moment idéal pour se faire entendre. Il a lâché un braiement si fort et si parfaitement mal placé que toute l'équipe a explosé de rire, ruinant définitivement la prise la plus sérieuse de la journée. Même le très professionnel Guy Williams a fini par craquer, incapable de conserver son sérieux face à la situation. Il a fallu reprendre la séquence à 3 reprises tant le fou rire était devenu contagieux sur le plateau. À la suite de cet épisode hilarant mais coûteux en temps, les studios Disney ont pris une décision radicale, l'interdiction formelle d'amener de véritables ânes sur les tournages à venir, sauf en cas d'impératif absolu pour le scénario. La production a dès lors privilégié l'usage d'effets sonores, ajoutés en post-production, ou le recours à des animaux dressés issus d'écuries hautement qualifiées. Peu de gens savent qu'un véritable brasier a failli réduire le décor en cendres et mettre fin à l'aventure prématurément. Vers la fin de l'année 1958, une surcharge sur un câble électrique a déclenché un départ de feu inquiétant juste à côté de la façade de la taverne en plein cœur du backlot de Burbank. L'étincelle a mis le feu à un stock de tissus destiné aux costumes et les flammes se sont propagées à une vitesse alarmante, menaçant d'engloutir les structures voisines en quelques instants. Heureusement, l'incendie a été maîtrisé en seulement 15 minutes, mais les dégâts étaient de là plusieurs uniformes de sergents partis en fumée, des décors noircis et l'enseigne de la taverne partiellement détruite. Cet événement inattendu a forcé la production à mettre le tournage en pause complète pendant près d'une semaine entière pour tout remettre en état. Walt Disney, qui se trouvait sur les lieux, a inspecté les dommages lui-même. Loin de s'énerver, il a félicité l'équipe pour sa réactivité et a signé sans hésiter le budget nécessaire pour une restauration totale des lieux. Croyez-le ou non, la monture du justicier masqué recevait son propre courrier parfois plus volumineux que celui des acteurs humains. Tornado, ce superbe étalon noir qui transportait Zorro dans les nuits californiennes, était en réalité incarné par plusieurs chevaux différents selon les besoins des cascades. Toutefois, la vedette principale était un étalon fougueux baptisé Midnight, sélectionné pour sa grande intelligence, sa souplesse et sa robe d'un noir d'encre absolument parfait pour la caméra. Il est devenu une telle icône que les bureaux de Disney ont été inondés de lettres adressées spécifiquement au cheval écrites par des enfants demandant quelle friandise il aimait ou s'il s'entendait bien avec Zorro. L'adoration allait si loin que certaines enveloppes contenaient de véritables morceaux de pommes ou des carottes un peu ramollies par le voyage. Et il n'était pas rare de trouver des morceaux de sucre collés avec du ruban adhésif directement sur le papier à lettres des écoliers. Le service courrier du studio jouait le jeu en répondant au nom de Tornado, signant les cartes avec un tampon spécial imitant une empreinte de sabot pour le plus grand bonheur des jeunes fans. Gene Sheldon et Henry Calvin, quant à eux, étaient inséparables. Si à l'écran tous les opposaient entre Bernardo le valet muet et rusé et le sergent Garcia, ce personnage bruyant et maladroit, la réalité était tout autre. Gene Sheldon et Henry Calvin avaient tissé une amitié profonde et sincère une fois les caméras éteintes. On les voyait constamment ensemble riant aux éclats autour d'un café pendant les pauses déjeunant côte à côte et organisant même conjointement les fêtes de fin d'année pour toute l'équipe technique. Cette complicité hors du commun transparaissait tellement à l'image que les scénaristes ont décidé de leur écrire davantage de scènes en duo au fil des épisodes. Lorsque Sheldon nous a quittés en 1982, Calvin a été dévasté et a gardé une photo d'eux deux posée sur son piano jusqu'à la fin de ses jours. Les proches de Calvin ont confié plus tard que la disparition de Gene avait été pour lui aussi douloureuse que la perte d'un propre frère, prouvant que leur lien dépassait largement le cadre professionnel.
Il faut savoir que Walt Disney investissait des sommes astronomiques pour garantir la qualité de chaque épisode. Fidèle à sa réputation, Walt refusait la médiocrité et voulait que Zorro soit bien plus qu'une simple émission pour enfants. Alors qu'à cette époque, un épisode standard de 30 minutes coûtait environ 13 000 $ à produire, Walt n'hésitait pas à débourser entre 75 000 et 80 000 $ par volet. Cet argent servait à payer des chorégraphies d'escrime de haut vol, des costumes d'époque taillés sur mesure, l'entretien des animaux et des décors d'une envergure jamais vue à la télévision. Le village de Los Angeles a été reconstitué avec une minutie historique sur le terrain de Disney et l'hacienda de Don Diego a été intégralement construite pierre par pierre pour les besoins du show. Pour Disney, il ne s'agissait pas de faire de la télé au rabais, mais d'offrir une véritable expérience de cinéma livrée directement dans le salon des gens. Par ailleurs, la jeune Annette Funicello avait un petit secret. Annette Funicello, la petite fiancée de l'Amérique et mousquetaire originale, n'avait que 16 ans quand elle a décroché le rôle d'Anita Cabrillo dans la série. Walt Disney lui a offert ce rôle comme un cadeau d'anniversaire surprise, mais il avait une idée derrière la tête et connaissait les sentiments de la jeune fille. En effet, Annette avait avoué timidement à Walt qu'elle avait un coup de foudre monumental pour l'acteur principal Guy Williams. Avec malice et bienveillance, Walt a donc arrangé le scénario pour qu'elle puisse tourner plusieurs épisodes avec son idole, même si Guy était un homme marié. Annette a toujours décrit ce moment comme un rêve éveillé. Dans ses mémoires, elle a confessé « Je passais mon temps à rougir ». Elle savait pertinemment que Walt avait tout manigancé pour lui faire plaisir. Malheureusement, l'aventure a pris fin brutalement, non pas par manque de succès, mais à cause d'un tribunal. Alors que Zorro battait des records d'audience et avait conquis le cœur du public, la série a été stoppée net après seulement 2 saisons triomphales. La cause n'était absolument pas artistique mais purement juridique, une guerre sans merci se jouait en coulisses entre Walt Disney Productions et la chaîne ABC. Le nœud du problème résidait dans la propriété intellectuelle des programmes Disney, incluant Zorro, le Mickey Mouse Club et l'anthologie Disneyland. Disney voulait récupérer plus de contrôle créatif et une part plus équitable des revenus générés par ses créations. Pour marquer son désaccord et faire pression, Walt a pris la décision radicale de retirer Zorro de l'antenne, laissant les fans dans l'incompréhension. Fait incroyable, il a gardé Guy Williams sous contrat exclusif avec son salaire complet pendant des années durant ce blocage, espérant pouvoir relancer la machine. 4 téléfilms ultimes ont tout de même été tournés en secret. Pendant que les avocats s'écharpaient, Walt a commandé discrètement 4 longs épisodes d'1 heure pour son émission Walt Disney Presents. Ces films incluaient Zorro, El Bandido, Adios el Cuchillo, The Postponed Wedding et Old Acquaintance. Ils ont été tournés souvent de nuit en réutilisant des décors existants pour ne pas éveiller les soupçons de la presse ou aggraver le conflit légal. Les acteurs sont revenus sur le plateau sans savoir si c'était un adieu définitif ou un nouveau départ. Guy Williams, fidèle au poste, a repris son masque sans hésiter, tout comme ses compères Gene Sheldon et Henry Calvin. Bien que ces longs métrages n'aient malheureusement pas permis de lancer une 3e saison tant espérée, ils ont tout de même offert une fin digne de ce nom aux admirateurs tout en étirant encore un peu plus le mythe du cavalier masqué. Pour garantir une authenticité sans faille, la production s'est adjoint les services d'un authentique homme d'église pour superviser l'écriture. L'ambition de Walt Disney était de peindre une fresque historique rigoureuse de la Californie sous domination espagnole, en n'omettant surtout pas l'importance capitale de la foi catholique à cette époque. Soucieux de ne commettre aucun impair ni aucune maladresse dans la manière de dépeindre les ecclésiastiques ou les rituels sacrés, les studios Disney ont pris l'initiative de consulter un véritable prêtre catholique dès les toutes premières phases de la conception du programme. C'est grâce à cette collaboration que naquit la figure emblématique du père Philippe, joué par Romney Brent, un allié précieux qui n'hésitait pas à cacher le proscrit ou à guider Don Diego avec sa sagesse morale. Il faut souligner qu'une telle image empreinte de respect et de finesse envers les hommes de foi constituait une véritable exception dans le paysage télévisuel des années 1950. Une multitude de parents ont applaudi la série louant sa capacité à mettre en avant des valeurs nobles comme la vertu, l'équité et la spiritualité, le tout enveloppé dans une narration sérieuse et honorable. Par la suite, l'acteur Guy Williams s'est littéralement évaporé du monde scintillant d'Hollywood. Au moment où la production de Zorro a été suspendue, l'acteur s'est retrouvé totalement désemparé, pris au dépourvu par cet arrêt brutal.
Alors qu'il avait accédé au rang de star à travers tout le pays, un imbroglio juridique complexe a malheureusement gelé son parcours professionnel durant de longues années. Même s'il a réussi à rebondir plus tard en prêtant ses traits au professeur John Robinson dans la série perdue dans l'espace, l'arrêt prématuré des aventures du Cavalier Noir lui a laissé une blessure profonde. Amer et déçu par le système hollywoodien, il a tourné le dos au show business dans les années 1970 pour s'exiler en Argentine, une terre où les rediffusions constantes de la série l'avaient élevé au rang de demi-dieu. Installé là-bas, il a opté pour une existence paisible, bien qu'il fût constamment interpellé lors de ses promenades par des fans enthousiastes qui ne voyaient en lui que El Zorro. Loin de rejeter cet héritage, il l'a embrassé avec passion, n'hésitant pas à apparaître dans divers galas et à dégainer son épée pour des démonstrations d'escrime devant des foules conquis. De son côté, la maison Disney a mené une lutte acharnée pour ne pas perdre la propriété intellectuelle de son héros masqué. Bien après le clap de fin, le studio a continué de verser la somme de 3 500 $ chaque année, et ce jusqu'en 1967 uniquement pour sécuriser les droits de diffusion. Le visionnaire Walt gardait secrètement l'espoir tenace de voir un jour son justicier remonter en selle. Cependant, quand les barrières légales sont enfin tombées, il a jugé avec regret que l'engouement s'était essoufflé et que le train était passé. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, l'Empire Disney possède toujours l'exclusivité des droits télévisuels sur ce personnage légendaire. En 1983, la chaîne CBS a tenté un pari risqué avec une brève parodie comique baptisée Zorro et Fils. Bien que Guy Williams ait été approché pour endosser à nouveau sa cape, il a claqué la porte du projet immédiatement après la lecture du script. Il estimait que cette version ridiculisait l'essence même du héros et réduisait Zorro à une bouffonnerie grotesque. Le programme fut d'ailleurs un fiasco retentissant. La presse spécialisée n'a pas été tendre, décrivant l'œuvre comme un ratage complet dénué d'esprit. Par ailleurs, la question de la colorisation a semé la discorde parmi les fidèles. C'est en 1992 que Disney a cherché à rajeunir la franchise en appliquant une colorisation numérique aux bobines originales tournées en noir et blanc. Cette initiative technique a provoqué une controverse passionnée au sein de la communauté. Tandis que la nouvelle génération accueillait favorablement ces images vibrantes, les puristes et les critiques ont déploré la perte de l'esthétique film noir et de l'élégance mystérieuse propres au format original. Le fils de l'acteur Guy Williams Jr. a confié par la suite que son père avait en horreur ce concept, considérant le noir et blanc comme une marque d'intemporalité indépassable. Face à la polémique, Disney Channel a fini par opter pour un compromis en diffusant les deux moutures en alternance chaque semaine. Même si la couleur a pu servir d'appât pour un public plus jeune, les inconditionnels maintiennent encore aujourd'hui que l'intensité dramatique s'évapore dès que l'on abandonne le monochrome d'origine. La folie contagieuse des graffitis marqués du Z. Peu après la première diffusion, une véritable fièvre s'est emparée de la jeunesse américaine, obsédée par l'envie de singer les gestes de leur idole, et surtout sa signature à la pointe de l'épée. Très vite, les établissements scolaires ont été submergés par une marée de vandalismes innocents. Les pupitres, les tableaux de classe, les casiers métalliques et jusqu'aux miroirs des sanitaires se sont retrouvés balafrés par des Z, qu'ils soient gravés au couteau ou griffonnés à la craie. La situation est devenue si critique qu'en 1958, un district de l'Indiana a purement et simplement banni la série Les frais de réparation ayant atteint des sommets astronomiques. Dépassé, le corps enseignant a dû implorer les parents d'intervenir pour tempérer les ardeurs de leurs petits justiciers en herbe. Pour éteindre l'incendie, Disney a dû diffuser un message d'intérêt public rappelant solennellement que la signature du renard servait la cause de la justice et non la dégradation du bureau du directeur ou des tables de classe. Le destin sombre qui a frappé plusieurs vedettes du programme. Si la série respirait la joie et l'aventure, la réalité hors caméra fut souvent bien plus cruelle pour ses acteurs principaux. Jane Sheldon, dont le talent muet en tant que Bernardo avait conquis les cœurs, s'est retirée dans l'anonymat le plus total avant d'être emportée par une crise cardiaque en 1982. Quant à Henry Calvin, l'homme dont le rire gargantuesque avait rendu le sergent Garcia inoubliable, il nous a quittés en 1975 à l'âge précoce de 57 ans, miné par une santé fragile et une carrière qui peinait à redécoller. Enfin, Guy Williams, l'incarnation éternelle de Zorro, a fini ses jours en solitaire en Argentine, où il est décédé en 1989.
Tragiquement, sa dépouille n'a été retrouvée que bien des jours après son dernier soupir. Cette nouvelle a plongé les admirateurs du monde entier dans une profonde tristesse, pleurant non seulement la perte d'un héros charismatique, mais aussi la clôture définitive d'un âge d'or de la télévision. Les protestations officielles émises par le gouvernement espagnol à l'encontre de la production. Bien que la série ait connu un succès planétaire retentissant auprès du grand public, elle a fini par froisser certaines sensibilités politiques, suscitant une vive hostilité chez plusieurs hauts responsables espagnols qui ne voyaient pas ses aventures d'un très bon œil. Ils estimaient que le programme dépeignait l'Espagne coloniale de manière injuste, la présentant systématiquement comme un régime tyrannique cruel et gangrené par la corruption. L'affaire ne s'est pas arrêtée à de simples critiques verbales. Des plaintes diplomatiques, tout ce qu'il y a de plus officiel, furent déposées par les consulats espagnols situés dans de grandes métropoles comme New York et Los Angeles. Le cœur de leur grief portait sur la représentation des officiers militaires, et plus particulièrement sur des personnages comme le capitaine Monasterio, qu'ils considéraient comme une caricature grossière et oppressive insultante pour l'image de leur armée. La tension est montée d'un cran lorsqu'un responsable gouvernemental basé à Madrid a directement accusé les studios Disney de se livrer à une distorsion historique délibérée dans le but de nuire à la réputation de l'Espagne. Fidèle à sa politique de communication habituelle face aux polémiques, le studio a choisi de garder le silence et n'a jamais daigné répondre publiquement à ces attaques virulentes. Ironiquement, toute cette controverse a eu l'effet inverse de celui escompté. Elle a attisé la curiosité internationale et a massivement contribué à faire exploser les audiences de Zorro dans les pays hispanophones où le héros est devenu un symbole universel de justice sociale plutôt qu'une figure de rébellion anti-espagnole. L'influence du renard dépasse largement le cadre historique car la série a joué un rôle crucial dans la genèse d'une autre légende, elle a directement inspiré la création de Batman. L'héritage culturel laissé par Zorro s'étend bien au-delà du petit écran et des rediffusions. Il a véritablement façonné les archétypes du héros moderne. Il est fascinant de noter que Bob Kane, le co-créateur de Batman, a reconnu très ouvertement que le personnage de Zorro, et tout particulièrement l'incarnation proposée par Disney, avait servi de plan architectural majeur pour construire le Chevalier Noir, les parallèles entre les deux étant frappants. Pensez-y un instant, nous avons un homme immensément riche qui cultive une identité secrète, assisté par un fidèle serviteur, qui est le seul dans la confidence et qui mène une mission masquée au service de la justice, opérant presque exclusivement une fois la nuit tombée. Le lien est d'ailleurs gravé dans le marbre de la bande dessinée dans la mythologie officielle de DC Comics. C'est précisément après avoir emmené leur fils voir le film Le signe de Zorro au cinéma que les parents de Bruce Wayne ont été tragiquement assassinés dans cette ruelle sombre. Il n'est pas exagéré d'affirmer que sans l'existence préalable de Zorro, le personnage de Batman tel que nous le connaissons aujourd'hui n'aurait peut-être jamais vu le jour. Le célèbre bretteur masqué a ainsi laissé sa marque indélébile, son fameux Z, non seulement sur les murs des casernes, mais aussi à jamais dans l'histoire de la bande dessinée américaine. Même après l'arrêt de la production, la magie ne s'est pas éteinte car certains costumes utilisés lors du tournage furent ingénieusement recyclés pour les parades du parc Disneyland. De nombreuses pièces de la garde-robe originale, incluant l'uniforme du sergent Garcia, et la légendaire cape noire de Zorro ont trouvé une seconde vie en étant réutilisées lors de spectacles vivants et de parades dans la zone de Frontierland à Disneyland. Des acteurs employés par le parc revêtirent la tenue du justicier pour des sessions de rencontres avec le public permettant aux fans de s'approcher de leur idole. C'était une source de bonheur immense et d'émerveillement absolu pour les enfants qui avaient la chance de croiser le héros de leur émission préférée en vrai. Même si l'acteur Guy Williams n'était pas toujours présent en personne sous le masque, l'illusion était si parfaite que beaucoup de jeunes visiteurs rentrèrent chez eux persuadés d'avoir serré la main du véritable héros masqué. Par la suite, certaines de ces pièces originales de la garde-robe furent retirées de la circulation pour être soigneusement archivées et préservées par les historiens des studios Disney. De nos jours, ces reliques vestimentaires sont considérées comme des trésors de collection d'une rareté inestimable et elles ne sortent de l'ombre qu'à de très rares occasions prêtées pour des expositions prestigieuses célébrant le riche héritage télévisuel de Disney.
Des chorégraphies de combats à l'épée qui tournèrent mal jusqu'au procès complexe, qui firent taire la légende bien trop tôt, l'histoire de cette production est tumultueuse. Des béguins secrets sur le plateau aux controverses politiques dissimulées, ce n'était pas qu'une simple série télévisée, mais un véritable phénomène culturel bâti sur l'audace, le charme et une touche irrésistible de mystère. Et vous dites-nous dans les commentaires, quel fait parmi ceux évoqués aujourd'hui vous a le plus surpris? Avez-vous grandi en regardant ces aventures épiques de Zorro? Ou découvrez-vous seulement maintenant l'histoire fascinante qui se cache derrière le héros masqué? N'hésitez pas à laisser votre avis ci-dessous et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour d'autres plongées passionnantes au cœur des légendes de la télévision classique. À la prochaine!